Claudine, d'être là. Claudine est lauréate du prix Mallarmé en 2019, mais elle est une enseignante, agrégée de lettres, et qui a eu une pratique de la psychanalyse. Et ça me plaît de le mentionner. D'ailleurs, son titre absolument lumineux, sinon en écho avec l'émotion qui nous porte tous ensemble cet après-midi, depuis que Jean-Yves et Olivier ont tracé un chemin. Il fait plus clair quand quelqu'un parle, ou quelqu'une. Eh bien, Claudine, nous vous écoutons et nous vous remercions, puisque, effectivement, ce prix Mallarmé, pour naître c'est longtemps, est apparu il y a 2 ans. Merci, Claudine. Restez vivant. Restez vivant, dit la voix. Qui que vous soyez, restez vivant. À cause du vent lisse dans les roses et dans vos délires, restez vivant. Montrez-vous avec vos syllabes et vos images. N'ayez pas peur de toucher à votre mélancolie. Restez vivant, malgré les mouches et les brûlures, les petites décorations, les armoires fermées de chacun. Restez vivant, les bras ouverts, comme les pages d'un dictionnaire. Respirez haut et fort entre les signes, les miroirs, les petits croquis. N'oubliez pas votre gris-gris et la grammaire latine. Restez vivant, malgré votre mère dans son bain, les terroristes et les menteurs. Restez vivant dans l'axe de la lune et touchez donc à vos miroirs, aux bons endroits, avant de vous regarder partir. Restez vivant comme quelqu'un qui n'est pas vous. Bonjour à tous. J'ai choisi d'ouvrir ce moment avec ce très beau poème de Nicole Brossard, qui est une poète québécoise d'aujourd'hui, parce qu'il me semble que parmi les innombrables regards possibles sur la poésie, celui-ci va au plus juste. Il y a dans tout poème, et quel qu'il soit, une injonction à devenir vivant. Tout poème est d'abord un appel. C'est cet éclairage-là que j'ai choisi de porter aujourd'hui sur la poésie, sur son écriture et sur sa lecture. Nous savons tous qu'il y en a beaucoup d'autres. Je suis un homme qui pense à autre chose, disait Victor Hugo. Cette autre chose, c'est la poésie. Toujours ailleurs que là où on croit l'attraper, la définir. N'est-elle pas un des noms de la liberté? Celle que toujours la tyrannie des pouvoirs emprisonne, fait taire, assassine. Celle qui toujours, comme l'oiseau phénix renaît de ses cendres, celle qui toujours recommence la voix. Mon éclairage d'aujourd'hui est donc partiel, un peu partial, et probablement dérisoire quand on pense à l'immensité, la force du continent poétique. Dans chaque poème, une voix
nous rappelle à la vie, nous remet au monde. Cette voix est une voix qui vient de loin. Elle s'est glissée dans les mots, mais les mots le savent bien. Elle les déborde de partout. Elle les entoure. Elle les porte. Car c'est cette voix-là qui les a fait naître. Les mots sont des pas sur la neige. Ils gardent la trace. Les mots sont des pas sur la neige. Ils s'y perdent souvent, ils s'y enfoncent. La voix les retrouve, qui berce la nuit avec une douceur si jeune dans les doigts, avec une musique dans le corps où s'accroche le jour. La voix qui bâtit sa chair avec. Quel enfant en nous s'approche, qui regarde et qui n'a pas de mots encore. Quelle trace en nos yeux de cet enfant-là d'où nous naissons. Quelle parole. Les mots sont des pas sur la neige, nous avançons dedans. Ce qui tremble en nous dans le fond de la chair, les mots le rassurent autour, les mots l'apprivoisent. À l'enfant qui regarde et qui ne parle pas, le lait obscur des mots coule en sa bouche. À la chair se mélange. Cet enfant nous précède et nous cherchons sa main. Cette voix qui nous appelle, poètes et lecteurs ensemble, vraiment ensemble, c'est effectivement une voix d'enfant. Mais ce n'est pas la voix d'un enfant précis, et même pas celle du poète. C'est la voix de l'enfance en nous, celle que nous partageons tous. C'est une voix qui, sans cesse, cherche à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec ce que nous avons égaré, perdu de nous, inéluctablement et depuis longtemps. L'enfant, l'étymologie nous le rappelle, est celui qui ne parle pas encore. C'est une voix d'avant les mots. Elle vient de cet immense espace où il n'y eut d'abord que des sensations. Elle vient du cri qui se module lui-même, qui s'apprivoise. Papa, maman, le tout petit commence par la rime, nous fait remarquer le psychanalyste Gérard Pommier. Nous apprenons le monde sans pouvoir d'abord le nommer. Nous apprenons le monde avec notre corps, qui sera bientôt traversé par les mots des autres. L'enfant que nous fûmes tous est unique, mais la langue accueillera bientôt ces expériences avec des mots qui sont à tout le monde, qui ne seront donc jamais totalement ajustés à ses propres sensations et pas plus à ses sentiments. Ce petit flottement, c'est à peu près cette indécision. Notre parole à tous en porte définitivement la trace. Et vous voyez, il me semble bien
que c'est dans cette trace-là que les mots des poètes trouvent leur source. C'est ce pays perdu, ce temps oublié. C'est cet univers tombé dans nos veines que le poète tente de retrouver, de faire entrer dans les mots. Nous avons tous été chassés du paradis, dit Kafka, mais le paradis n'a pas été détruit pour autant. La langue bat contre le cœur. C'est maintenant, oui, cette langue de parole au fond du souffle, à l'intérieur, là, dans les trous du vocabulaire. Cette langue de chair vient lécher tous les mots. Elle les soulève vers cet oubli seul qui les rassure, qui les reconnaît. Dans le discours, on tente d'effacer cette voix au profit de la signification. On veut convaincre ou persuader, on veut faire partager. Tout ce qu'ils tentent de dire, de penser, n'est que la tentative d'assourdir leur propre voix, disait déjà Marguerite Duras. Dans le poème, une expérience nous a brûlés. Et cette brûlure-là, les mots la portent. Non pas seulement pour dire, mais pour éprouver, pour retenir cette brûlure et pour l'apprivoiser, pour la rendre vivable et donc peut-être partageable, pour la faire éprouver à son tour au lecteur, mais dans son corps à lui, dans sa vie à lui, dans sa manière toute singulière de la comprendre, c'est-à-dire de la prendre avec lui. Car lire un poème, c'est en faire l'expérience. Alors, la vie augmente. Pour le poète et pour son lecteur, la musique des mots, leur sonorité, leur rythme beaucoup, les ruptures surprenantes dans la syntaxe, les répétitions, les néologismes, bref, tout ce qui fait un style montre que la langue poétique tourne toujours le dos à la langue de l'utile immédiat. Tout cela hallucine un autre monde, mais il est dans celui-ci. Ce n'est ni un rêve, ni un délire, simplement un élargissement, une ouverture vers d'autres possibles de nous. Le poème parle le monde en le déshabillant de ses vieux vêtements et de ses habitudes, en le saisissant autrement. La poésie est un coup de gomme sur la réalité, disait Cocteau. L'œil écoute, disait encore Claudel. On pourrait aussi ajouter que la parole voit. La parole du poète pose un autre regard sur le monde. La poésie s'est donnée à voir, affirmait Éluard. On n'en finirait pas avec les définitions. Car le poème ouvre sans cesse la porte de notre liberté, celle qui inlassablement va inventer le monde en le regardant différemment, en le découvrant et en le faisant découvrir dans une autre parole. Cet autre monde est en nous-mêmes. Il vient de nos mots.
Il vient de cette voix première, à jamais perdue au fond de notre corps et de notre mémoire, et pourtant toujours là, dans son absence même. Nous viendrons au réel avec ce que nous aurons nommé de lui. Si nous voulons l'agrandir, ce réel, l'ouvrir, il nous faudra lui donner une autre parole. Car la voix, celle qui nous a transmis les mots, est tombée dans les sensations qu'elle a provoquées. La poésie se glisse d'abord dans ces sensations-là et viendra frôler cette voix à jamais perdue. Elle viendra la toucher. En évoquant les sensations, les sentiments, elle nous ramène à leur source, à ce qui, en chacun de nous, fait source. Elle ramène chacun d'entre nous, poète et lecteur, à la source de lui-même. Elle le reconduit vers ce temps aboli et pourtant présent, dans un espace lointain de la mémoire, quand nous apprenions à vivre et à parler, vers ce temps disparu qui revient masqué à l'intérieur de nos images et de nos sentiments. Ce temps oblique qu'on appelle parfois l'oubli. Elle réconcilie ainsi le poète avec lui-même. Et le temps du poème, elle vient appeler le lecteur au même endroit. Le poète est un homme de l'exil, toujours en exil dans la langue, car resté proche de ce qu'il y a avant les mots ou entre les mots, c'est-à-dire de son corps de sensation. Le poète ne raconte pas sa vie, mais fait venir dans ses mots à lui cette première pâte dont nous sommes tous faits, ce corps émotionnel d'où émerge tout le langage. Il se tient sur cette frontière au lieu même du surgissement. Il y a dans chaque mot, outre leur signification, une réserve immense d'émotions, de sensations, de sentiments multiples, une sorte de kaléidoscope de vie. C'est là que se tient le poème. La poésie n'est-elle pas une sensation de l'esprit, se demandait Guy Vic, une palpation mentale, reprenait Bernard Noël. Si j'écris le mot table, quelle table se dessinera au fond de chacun de vos imaginaires? Quelle table et son cortège d'images, de souvenirs, d'émotions, de sensations? Le poète ne cherche en rien à creuser sa subjectivité, à dérouler un tapis d'anecdotes biographiques, mais à entrer dans sa propre singularité. Et partant, il convoque son lecteur au même endroit, là même où la singularité se fabrique, c'est-à-dire là où ces mots sont d'abord des morceaux de corps, des bribes d'émotions et de sentiments, là où sa parole ne se serait pas séparée de la totalité de son être. Cet impossible rêve, me semble-t-il, est au cœur de toute parole poétique et résiste. C'est là où le langage se montre comme individuation, là où chacun, le temps du poème, peut se réconcilier avec lui-même. Entrer
dans un temps immobile où se nouent passé, présent et avenir dans une fugace éternité. Alors le temps défait ses lacets, il court pieds nus et libre dans notre immensité. Écrire, c'est parler dans un temps immobile, dit le poète Patrick Dubost. Je crois que lire la poésie aussi. Un poème, c'est une singularité en train de se manifester. Et que fait-il, le poème, sinon installer la subjectivité au-delà d'elle-même? Olivier en parlait tout à l'heure. Et tenter de partager cette expérience avec le lecteur. Car le poète appelle son lecteur là où sa propre singularité à lui est en train de se faire. Il la lui fait briller, scintiller. Le poème en est la manifestation. Lire un poème, c'est faire cette expérience-là. Le poème te sort du complot du poids et du temps, pendant qu'en lui tu plonges, tu es comme la vapeur qui redevient eau, se refait vapeur. Guy Yvick écrivait ça. Nous sommes tous des exilés de l'intérieur. Le poème a pour fonction de nous le rappeler, de nous rappeler ce pays d'avant les mots où nous étions d'abord vibration unique. Partant, poète et lecteur vont dans le poème, communier dans ce rêve d'origine qui est l'espace du rêvé réel. Ce rêve de nous-mêmes qui inséparablement jumelle notre réalité, ce qui s'est perdu et qui nous hante, ce double qui a donné tant de figures symboliques et qui parfois nous assiège. L'enfant, celui qui ne parle pas encore, que voit-il? Or le cri, le sourire, cet enfant est muet et son regard se mêle à sa propre chair. Cet enfant en nous se repose, il ne dort pas, il habite en nos mots, il attend sa parole. La neige lui ressemble, l'enfant bouge sa chair sans mots, il te précède. Il te conduit. Là d'où il vient, cela fut mélange, cela fut partage. Il est plus grand que toi, plus large. De quel espace est-il le ciel dont il porte la trace, lui qui dans notre effroi sursaute? Entre lui et toi, la distance demeure inestimable, interminable. Cet enfant, dans ta lèvre, revient. Il est le baiser d'une parole qui contiendrait tous les mots. Toujours ta vie avance loin de lui. Toujours tu cherches à le rejoindre. Voilà ce tout petit frémissement dans les mots, cette écorchure dans les significations, cette brisure aussi dans ta parole. Voilà ce souffle qui te fait unique. Voilà l'enfant qui marche vers son nom. Il fait plus clair quand quelqu'un parle. C'est Freud qui évoque ce mot d'enfant. En proie à de violentes terreurs nocturnes, un petit garçon appelle la lumière d'une parole pour se consoler. Impossible de s'endormir, de trouver la paix dans cette obscurité sans la voix de quelqu'un qui vient éclairer le noir, apprivoiser la peur.
Un nourrisson qui pleure se calme à l'appel de son nom, qui lui donne l'adresse de son cri, qui met un mot sur le bouillonnement de sensations et d'affects qui l'habitent et qui le sépare ainsi de son propre effroi. Entendre répéter son nom et pouvoir le situer dans la bouche de l'autre lui permettra d'organiser le chaos, d'apaiser sa peur de l'inconnu, de s'inventer une origine. Pourtant, ces mots qui entrent en lui vont aussi le séparer peu à peu d'un paradis perdu, celui d'un temps où son corps propre n'était pas encore privé de lui-même. Nous sommes des êtres de contradiction. Que fait donc le poète, sinon aller chercher cette voie même là où l'ombre et la lumière se réconcilieraient? Il tente de rejoindre ce corps perdu qui reste mélangé à celui d'une mère. Au commencement était l'amour. Les poètes et leur mélancolie le savent bien. Nous sommes des êtres de nostalgie. Voici par exemple ce que dit le poète Serge Pey. En fait, la poésie, c'est cela, une langue qui entend et non une langue qui répond à ce qu'on entend. La poésie n'est surtout pas une imagination, elle est la captation par le langage d'un réel qu'on ne voit pas, mais qui, à défaut de nous crever les yeux, nous tranche la langue. La poésie doit rester sans imagination. Voir n'est pas imaginer, mais trouer le réel pour voir le mot qu'il nous cache, mais que nous devons inventer. J'aime beaucoup ce poème de Serge Pey. Un poème ne dit pas n'importe quoi. Il dit autrement. Il dit pour autre chose. Il n'informe pas. Il donne à regarder. Il donne à comprendre. L'intelligence symbolique se sert aussi de la raison, mais elle la met au service d'un tout autre désir, non pas celui de savoir, mais celui de naître. Et de temps en temps, il arrive qu'elle nous mette au monde. Oui, le poème est d'abord une expérience qui appelle en son lecteur une expérience similaire, mais qui ne sera reçue qu'à devenir la sienne. C'est une grande exigence, mais elle nous renouvelle. Le poème brûle les mots de l'ancêtre pour qu'il parle enfin. Il retourne d'un coup tout le vocabulaire au profit de celui qui naît. Il marche quelquefois à contre-prose. Nicole Brossard encore le résume à sa manière. Cette nuit-là, on le dirait, des siècles de métaphores iraient s'échouer sur la matière friable des paysages. Nos muscles tout à coup tressaillants au souvenir du bouche à oreille, mots de jadis au trot dans la fraîcheur si longtemps cherchée, des paragraphes d'éternité. Et encore, on sait que le mot siècle enivre les oiseaux, décore les ruines et nous fige dans l'abandon. Nous avons tous une vie capable de rouler jusqu'à la mer, avec en dedans des toupies, des bouts de cordes suspendus, phrases que nous touchons un peu, certains jours, comme à de la pluie, à de la mort. C'est vrai que la prose veut aller quelque part,
la poésie s'attarderait plutôt au chemin. On dirait qu'elle n'est écrite pour personne en particulier, sinon pour un lecteur potentiel qui la lira peut-être plus tard. Elle ressemble à une écriture jetée au-dessus de la skise qui sépare chacun de lui-même. Elle reconstruit un corps perdu, commente Gérard Pommier. Le poème n'est tout à fait lui-même qu'à condition de se soustraire en partie du moins aux conditions de réalisation de l'œuvre d'art, nous rappelait Paul Celan. Car le poète est le barbare de la littérature en tant qu'il la désécrit, qu'il y introduit des barbarismes, des mots qui n'existent pas dans la culture, des mots qu'il porte à l'existence du dire. Dans le poème réussi, quelque chose surgit qui n'est ni au poète ni au lecteur, mais qui est dans leur rapport, la fabrique du sujet. Qu'enfin sa parole appartienne à celui qui la prononce, tel est pour moi ce qui fonde la poésie. On pourrait dire que le poète et son lecteur inconnu sont une seule personne qui se dédouble sur le papier. Ce qui surgit de cette rencontre est le sentiment qu'il n'y a de vraies paroles que celles qui fabriquent de l'universel particulier dans la langue. Il y a quelqu'un dans la parole et il me prend la main. Il vient la toucher. Guy Vic encore écrivait « C'est quand tu chantes pour toi que tu ouvres pour les autres l'espace qu'ils désirent. » Que fait le poème dans sa sorcellerie évocatoire? La formule est de Baudelaire. Permettre aux mots d'appartenir, c'est-à-dire de signaler la singularité d'où ils viennent. Le poème fabrique du sujet et appelle le sujet en l'autre. Il y a toujours quelqu'un dans la poésie. Le général est toujours reçu en particulier. Les mots y sont à la fois les mots de tout le monde et les mots de chacun. Un poème montre que la parole est toujours unique et que chacun lui doit son propre règne, même si le monde entier veut nous le faire oublier. La société croit qu'il n'y a personne, or il y a quelqu'un, disait Artaud. D'une certaine manière, le poète dit toujours « je », mais c'est le « je » de la singularité, ce n'est pas celui de la subjectivité. Le jeu du poète est celui qui permet à son lecteur de dire « je » à son tour. Le temps de le transmettre peut-être à un autre lecteur, à un autre « je ». Ni tout à fait la même, et ni tout à fait une autre, comme aurait dit Verlaine, est cette voix qui tente dans chaque poème de mettre la parole au monde, cette parole qui fait l'humain. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, est la voix que chaque lecteur va rencontrer et retrouver en lui. S'il vient vers le poème, s'il accepte de se laisser toucher. Écrire, lire, toucher le centre des paroles, là où quelque chose nous met au monde, tête à même l'espace. Le poème n'est pas un journal intime, il n'a que faire des confidences, de ce misérable tas de petits secrets que Jean-Paul Sartre a évoqué.
Le poète ne cherche pas à s'exprimer, cela ne l'intéresse pas de raconter sa vie. Le poète parle de loin, pour cet être des lointains que nous sommes tous et que décrivait Husserl. Il a l'intérieur lointain, comme aurait pu le dire Henri Michaud. Vous voyez, le poème nous le rappelle, nous sommes plus grands que nous, plus grands que ce que l'on veut faire de nous, plus grands que ce que nous faisons de nous-mêmes. Nos mots portent l'histoire du monde. Ils ne sont pas qu'informations. Comment nous glissons-nous dedans, questionne sans cesse la poésie. Quand je parle, dit Hofmannsthal, 1 millier de morts se réveillent. Nos mots viennent de si loin dans l'histoire des hommes. Et parce que la poésie fait le sacre de la parole, elle en manifeste le caractère sacré. Nous sommes embarqués, pascaliennement embarqués. Pardon. Nous jetons notre filet dans l'océan des mots et nous en ramenons quelques-uns pour nos vies. Parfois, comme ces poissons dans le texte sacré, ces mots iront nourrir une grande foule, se multiplier, et chacun aura sa propre part. C'est ainsi que surgit un poème. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Vous vous souvenez, Victor Hugo parlait ainsi de l'amour et de l'amour maternel, mais la poésie aussi est nourricière. Elle alimente en nous ce qui nous donne le monde et nous situe en lui, je veux dire, notre parole. Aucun mot ne nous appartient en propre, mais le poète est celui qui cherche à habiter sa propre parole. Si son jeu n'est pas biographique, il est ce qui en lui fait signe de l'humain, de ce qui parle le monde. C'est cette inépuisable merveille de la parole qu'il appelle chez son lecteur. Un poème réussi est toujours un poème qui manifeste en secret l'étonnante singularité de chacun, poète et lecteur. Il y a quelque chose d'initiatique dans le poème. Elle appartient à chacun, cette parole. Elle habille les mots d'une singularité ouverte sur celle de l'autre. De ton corps jusqu'à ta parole, un collier de chair chaude entoure, scintille, une caresse dans la peau profonde, un appel trop tôt enfoui qui se décline. Ouvrez la tête, disait Satie. Tu marches sur la terre, tu la prends dans tes yeux et dans tes mains, dans ta bouche aussi. Quand tu parles, tu la donnes à dire, à goûter. C'est elle aussi qui vient. Entre ton corps et tes mots, un pont toujours est à construire, une distance recommencée, une parole à venir vraie. Ainsi parle l'enfant de neige entre le poète et son lecteur. Quel est ce lieu où la naissance du monde écoute à l'intérieur de nous, écrit Zéno bien nu. Ce lieu, c'est la poésie. Nous nommons les choses pour qu'elles nous protègent du gouffre du désêtre et de l'infini. Nous les glissons dans notre corps par la bouche, nous les plongeons dans nos sensations, dans notre filet musical. Mais le signifié mutile le signifiant. Le poème le répare, lui rend un peu de son espace originaire. Cela se fait dans la musique, dans le rythme. Cela passe
par le surgissement polysémique. La poésie est peu lue parce qu'elle n'entre pas dans le culturel. On ne peut pas en faire une sorte de discours consensuel. Elle ne s'adresse pas à tout le monde, mais à chacun. C'est ainsi qu'elle bondit hors du rang des meurtriers, comme aurait dit Kafka. Elle a à voir avec le sacré, avec ce que notre monde aujourd'hui rejette inlassablement. Le sacré est ce qui nous met en rapport avec l'origine, dans une singularité affirmée et partagée. C'est par définition l'inverse du subjectivisme qui envahit notre société. Le jeu du poète n'est pas le moi, ce n'est en rien le moi-je, c'est le jeu de l'individuation. Celui qui manifeste ce en quoi la langue se courbe sur les mots de chacun. Notre parole cherche à s'appartenir et le poème en est l'éclatante évidence. Le poète trouve ce que le psychanalyste démontre, disait Lacan. Écoutons la poète Claude Bert dans Épître, langue louve. Langue, l'ange où têtent les mots, la salive, été de leur crête à en apprivoiser la mer, la lecture cantilée des Hébreux, l'inconjugable verbe mourir du Gabonais, les tons du parler bantou ou l'idiome nussu de femmes interdites d'écrire, conjugue langue mère dépareillée, éparpillée comme la mienne, livrée aux lambeaux, mêlée de sources et de nous plein de peur, de rires et de syllabes, que dites-vous qui ne soit nôtre, interrogez les fous. Et leur bouée précaire, je la serre autour de la taille, avec la cage de la raison comme un moulin à prière taillé dans un tibia. Continuant déraisonnablement de dire, en mémoire glossolalique de paroles perdues et interdites, langue, l'ange, les corps qui se prononcent en elle, tu les entends? Leur pulpe de paroles qui va disparaissant dans notre soustraction. C'est ma frayeur dans ce jour dur que son fini entame. Vous voyez, lorsqu'il se met à parler, un enfant se quitte. Son cri va être dompté par les mots qu'on lui adresse et qu'il apprend. En pénétrant dans les mots, le monde de notre enfance se précise et en même temps se rétrécit. Le corps de sensation va se discipliner, s'assagir, s'éloigner, voire s'effacer. Nous allons commencer à nous perdre. Le poète ira à rebours, réintroduisant les sensations, retrouvant quelque chose du corps dans le rythme et les sonorités, floutant la précision réductrice par l'explosion polysémique. S'il retrouve en nous quelque chose de l'enfant d'avant les mots que nous fûmes tous, ce n'est pas la nostalgie qui l'occupe, mais le désir infini, cette question posée à l'origine, est constamment renouvelée. Tout le monde se souvient de l'aphorisme de René Char, le poème et l'amour réalisé, du désir demeuré désir. Comme au corps, la peau s'étire jusqu'aux lèvres de bouche et de parole. Quelque chose là vient habiter le signe, installe le vocabulaire dans sa lumière. Poème et souvenir qui roulent vers l'avant, qui ouvrent ce qui viendra. Poème en surprend le passage. Le poète plonge dans la grande marée de l'impensé. Il trouve dans les mots non pas ce qu'ils ne disent pas,
mais ce qu'ils n'ont pas encore dit. Il fait miroiter notre trésor, non pas celui de tout le monde, mais celui de chacun. La poésie ne sait compter que jusqu'à 1. Le poème fait le sacre de la parole, nous bascule ensemble, poète et lecteur, vers ce qui n'est pas une énigme, mais notre extraordinaire mystère, vers la terrible pâte de lumière que sont nos mots, leur inépuisable fertilité. Plier le blanc vers le mot, vers l'improbable accord, ce vertige qui rend libre. Le poème est le lieu d'une expérience du monde, c'est-à-dire d'une pensée inséparable de la sensation et du sentiment. C'est quelque chose comme la chair de la philosophie. On écrit donc forcément avec soi-même, mais ce n'est pas le je, c'est le soi. Il s'agit de déranger le monde que le discours a rangé, dit Claude Bert. Ça se fait dans la parole, ce langage mélangé de corps qui est donc toujours au singulier. À charge pour le poète de le mettre au monde pour qu'il surgisse et augmente ainsi notre vie commune en appelant chacun dans sa propre autonomie. Comme une insurrection du langage, la poésie montre que chaque parole est irremplaçable. Et ainsi, de chaque être qui la profère, elle contredit fondamentalement et totalement ce que le monde actuel tente de nous faire admettre. Non, nous ne sommes pas interchangeables. La poésie est toujours un pacte de liberté et de libération. C'est pourquoi les tyrans, sans cesse, lui coupent la langue. Ô mon enfant, ma sœur, souvenons-nous de Baudelaire, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Ce pays, c'est la poésie. Un pays où les mots font de la musique, où la parole prend un rythme qui nous enveloppe, qui nous caresse et qui nous console ainsi de sa signification. Elle, qui dit souvent la dureté du monde, la difficulté de vivre. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Non pas que tout soit apaisé et lénifiant au royaume de poésie, la souffrance y est constamment offerte. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble, le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Chante Louis Aragon. La poésie connaît la loi du monde et qu'elle est cruelle. Mais le chant même du poète fait que quelque chose est rédimé. En nous, lecteurs, quelque chose est touché et se révèle comme un refuge. L'homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. La poésie, c'est autre chose, disait à son tour Gueyvig. C'est cette autre chose que le poème cherche à atteindre et qu'il nous donne. C'est cette autre chose qui nous appelle. Dirions-nous que c'est la beauté, le sentiment de la beauté comme le voulait Dostoïevski ? Ou bien qu'il s'agit de ce que les poètes comme François Scheng appellent le divin en nous, ou bien encore de ce que Yannick Enel appelle le royaume
en précisant bien que cela passe par des phrases, c'est-à-dire un style, peu importe le nom que nous lui donnerons, mais il y a en chacun de nous une sorte de point indemne, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de nous-mêmes, un point fixe, un point refuge. Le poème, avec ces mots, nous y transporte. Écrire ou lire de la poésie, c'est toucher ce point-là. Je crois bien qu'il n'y a de poésie qu'à ce prix. C'est dans ce point-là que se trouve transporté le lecteur de poèmes. C'est à cet endroit qu'il est appelé. C'est pourquoi on a pu dire, et ce n'est pas faux, que la lecture faisait, elle aussi, le poème. Oui, le lecteur de poèmes est responsable de sa lecture, puisque par définition, celle-ci va lui faire éprouver sa propre liberté et qui s'invente en même temps que le poème le guide. En effet, une fois que le poète a pris par la main cet enfant intérieur qui tient dans sa voix le secret des mots, il peut davantage affronter le monde et son désastre permanent, regarder le désespoir dans les yeux et ne pas s'effondrer tout à fait. Il peut tenir la main de son lecteur. Chacun est seul, comme le soleil, écrit Patrick Lopin. À quoi servit la mienne vie? Qu'ai-je ajouté à la poésie d'une époque si troublée que notre survie est en jeu? Ah, quelle folie, n'est-ce pas, d'y accumuler 1000 fois le trésor de mon inutile minutie? Nous nous sommes trompés, nous n'étions que le décorateur de l'agonie. S'attriste Jean-Paul Clé. À ce jour, partout la guerre, les plaines, les forêts de bouleaux, le vent, l'herbe, la lumière rasante. La terre est pillée et les corps sont abandonnés. Ils ont changé le nom des pays, ils ne savent même plus de quoi ils parlent. Et nous, à ces frontières béantes, je suis debout et je n'ai plus de geste de secours, écrit Isabelle Baladine-Ovalde. Mais voilà, dit-elle encore, j'écris pour aller plus vite que la douleur. À l'égal de la poète, le lecteur aussi peut se laisser porter par les mots et par leur étrange envoûtement pour aller plus vite que sa propre douleur, porter ensemble alors cette douleur peut-être et reprendre notre chemin. Dans Kaddish pour Paul Celan, Zénobianus célèbre la grandeur sacrée d'une telle poésie après Auschwitz. Pardon. Nous t'écoutons. Dans ton entêtement à écrire encore et toujours, après même le dernier vers du dernier livre, quand tes mots prennent un goût de figue métallique, nous t'écoutons parce que tu t'écartes du courant, parce que tu traverses l'infini première fois, parce qu'il y a dans tes mots quelque chose d'immortel. Tes poignées de mots sont des poignées de terre et de mains, de façon de dénaître et de renaître, des sourires aérés d'angoisse, des frôlements de non-réponse, des rumeurs de pas dans la nuque. Fais sauter les cales de lumière. La parole flottante est au crépuscule, la pluie chante étrangement jusqu'au contrefort du cœur. Le cœur des ombres englouties, le cœur des ombres debout sur la carte du monde, des ombres qui ont perdu leur chemin, des ombres qui ont perdu leur voie, des ombres qui ne savent plus escalader le ciel, des ombres avec des tessons sur la langue.
fait sauter les cales de lumière. La parole flottante est au crépuscule, un bandeau aveugle l'horizon. Les nuages vont éclater, partout on s'inquiète de toi. Cependant que tu répètes les psaumes, cependant que tu les fracasses avec une tendresse vibrante pour ouvrir les portes de l'âme, cependant que tu les démantèles pour ouvrir les portes du ciel, partout on s'inquiète de toi, de cette nuit de poison noir qui coupe la parole de ces fleurs de cendre qui font dormir les noms, le nom de l'amour, le nom de la vie, le nom des racines. Viens, il est temps. Viens avec tes veines ouvertes en jeunes éclairs, viens faire courir les enfants, viens faire entendre le signe des signes, tout près, par-delà ce qui fut et ce qui sera. Oui, viens renverser le souffle vers nous, viens prononcer ta bénédiction. La rose de personne est sans pourquoi. La rose de personne est sans pourquoi. La rose de personne est sans pourquoi. Et je laisse maintenant à Roberto Juarez le soin de conclure. Entre celui qui donne, dit le poète, et celui qui reçoit, entre celui qui parle et celui qui écoute, il y a une éternité inconsolable. Le poète le sait. Il me semble que le lecteur l'éprouve. Je vous remercie de votre attention.